Le 1er février 2022, nous sommes allés avec Emma au mont Saint-Odile. Mais il fait si froid, très froid. Super. Et une fille vraiment pas confiante. Emma, je vais m'arrêter là. J'en peux plus. Et de toute façon... De toute façon, on n'a pas baissé les bras. On a juste attendu quelques mois. Au XVIIIe siècle, Dionysius Albrecht, prieur des Prémontrés du Mont Saint-Odile, essaya de rassembler tout ce qu'il a pu trouver comme écrit sur la vie de la sainte. Un problème, les récits ne concordent pas, certains se contredisent même. Qui croire ? Saint-Odile, fille du futur duc d'Alsace et Tichon Adalric, serait née vers 660 et décédée aux alentours de 720. La légende raconte que son père, installé à Orenbourg, aurait ordonné que l'on tue ou chasse sa fille parce qu'elle était née aveugle. Odile est envoyée chez une servante, puis au monastère de Palma. À ses 12 ans, elle est baptisée par un évêque prénommé Erhard. Ce dernier aurait eu un message céleste qui lui ordonnait de procéder au baptême d'une jeune fille aveugle. Après lui avoir oint les yeux avec le saint crème, la jeune fille se met à voir. Il la baptise alors Odile, lumière de Dieu. Odile reprend contact avec l'un de ses frères, qui la ramène à Orenbourg, mais son père, furieux, frappe à mort son fils. Pris de remords, il confie sa fille à une religieuse présente au mont, qui y mène une vie humble, dévouée aux pauvres et aux malades. Plus tard, son père, reconnaissant ses torts, lui offre son château. Odile en fait un monastère dont elle devient la première abbesse. Plus tard, elle fonde Niedermünster, le monastère d'en bas. C'est un vrai flou historique qui entoure Sainte-Odile, entre preuves, on-dit et légendes. Il est difficile d'avoir des exactitudes concernant celle qui a été désignée sainte patronne de l'Alsace en 1946. Nous ne connaîtrons jamais de façon incontestable les détails de sa vie. Ce qui est sûr, c'est que le mont est très tôt devenu le cœur d'un intense mouvement de pèlerinage. La population des environs avait dû garder un bon souvenir de la femme qui reposait dans la sépulture pour que l'on vienne prier à son tombeau. Qu'est-ce qui se passe après la mort de Sainte-Odile ? Déjà, Sainte-Odile, elle meurt en 720. Et du coup, c'est sa nièce Sainte-Eugénie qui va prendre sa succession comme abbesse. Et après, en 1016, il va y avoir la séparation de l'abbaye donc, de Orenbourg et de Niedermünster. C'est l'empereur Henri II qui va accorder en fait à Niedermünster sa libre élection de son abbesse et l'immunité royale. Du coup, il n'y aura plus de lien entre l'abbaye d'en haut et d'en bas. Ensuite, en 1050, il y aura le pape Léon IX qui va venir visiter le mont. Donc, il était déjà venu avant en 1045, mais à l'époque, il était évêque d'Egisheim, et comme ça, c'est un pape alsacien. Et du coup, il est revenu après, en 1050, après être élu pape. Après, au début du XIIe siècle, le duc d'Alsace et de Saxe, Frédéric II de Hohenstaufen, dit le Borgne, va ruiner les deux abbayes, donc en haut et en bas, durant la querelle des investitures. Ça, c'était un conflit qui opposait la papauté et le Saint-Empire romain germanique. Mais après, en 1153, son fils, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique, va restaurer du coup Orenbourg et Niedermünster. Et voilà, parce que comme son père les a détruits, il s'est dit on va un petit peu les reconstruire, c'est peut-être plus sympathique. Mais bon, ça s'arrête pas là, parce que destruction, reconstruction, il n'y aura que ça ici. Parce que vers 1200, il y aura un incendie à Orenbourg et il y en aura plein d'autres qui vont suivre durant les siècles qui suivront. Mais à chaque fois, elle sera reconstruite. Après, le 4 mai 1354, il va y avoir la visite du futur empereur Charles IV, qui lui va prélever l'avant-bras de Sainte-Odile. Ah, voilà. Il va le prendre comme ça. Voilà, pour le mettre à la cathédrale Saint-Guy de Prague.
Ah, alors pourquoi je sais pas, mais il s'est dit je vais le prendre parce qu'il s'est dit je sais pas, c'est pour bénir peut-être la C'est un peu glauque quand même. Je peux pas lui demander, je ne l'ai pas. Après en 1546, le 24 mars, il y aura un nouvel incendie et cette fois-ci les dernières religieuses vont quitter le couvent. Et ça c'est dû à cause des réformes protestantes, forcément vu que c'est catholique. Et du coup elles vont quitter le couvent après l'incendie. Et du coup 2 ans après, l'abbesse qui du coup dirigeait le Orenbourg, elle va céder en fait ce qui reste à l'évêché de Strasbourg. Donc après justement les réformes protestantes, du coup elle va tout donner à Strasbourg. En 1572, il y aura un incendie dû à la foudre à Niedermünster et du coup ça sera la fin de l'abbaye d'en bas. Et en fait cette abbaye va servir en fait après de carrière avec des pierres pour reconstruire en fait d'autres choses avec plus tard, vu qu'après l'incendie il n'y aura plus de personnes dedans. Et puis ensuite, entre 1605 et 1617, il y aura une reconstruction de Hohenbourg par l'évêque de Strasbourg Charles de Lorraine, puis par l'administrateur Léopold d'Autriche. Et au cours de l'histoire, il y aura encore d'autres incendies, d'autres destructions, mais à chaque fois des reconstructions. Et ce sera des destructions dues, comme il y a des incendies ou des guerres, on sait ça. Mais à chaque fois, il y aura reconstruction. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont-Saint-Odile pendant la Révolution? Parce qu'on avait vu à Strasbourg qu'ils avaient quand même saccagé la cathédrale de Strasbourg. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors en 1794, il y a des révolutionnaires qui vont aller jusqu'au Mont et qui vont briser le sarcophage qui contient les reliques de Saint-Odile. Sauf que quand ils le briser, il sera vide. C'est pas de chance pour eux. Mais en fait, il a été vidé quelques mois plus tôt, justement à cause de la menace révolutionnaire. Ils ont pris déjà les reliques et les ont déplacées en secret jusqu'à Autrotte. Et les reliques vont rester là-bas jusqu'aux alentours de 1800. Donc voilà, pas de chance. Pour eux. Hein. Ah oui, mais pour le Mont Saint-Odile, tant mieux du coup. Tant mieux, ouais. Après tous les incendies, les destructions, les reconstructions, j'ai l'impression de commencer tous les monuments historiques de la Renaissance avec cette phrase. Mais bon, qui a été le fondateur de l'abbaye comme on la connaît aujourd'hui, accessible aux touristes et aux pèlerins surtout Alors c'était le chanoine Nicolas de Scheer, qui lui c'était le vicaire général de l'évêque de Strasbourg à l'époque, et il va signer l'acte d'achat du Mont Saint-Odile en 1853. Donc il va devenir le premier directeur du site et il va se consacrer pendant 11 ans, donc jusqu'à sa mort, à son renouveau. Et en fait, son but, c'était de le rendre de nouveau accessible encore aux pèlerins, mais aussi aux touristes, parce que donc au 19e siècle, c'est l'essor du tourisme, parce qu'il y a cet intérêt pour les vieilles pierres, parce que voilà, on l'a déjà parlé, c'est le romantisme. Oui. Et du coup, ce qu'il veut, c'est qu'il va restaurer les bâtiments, il va sécuriser les lieux, améliorer aussi les accès. Et en fait, il veut vraiment concilier la ferveur religieuse avec la curiosité touristique. Et il va aussi rédiger et illustrer des guides sur ça. Et en plus, c'était aussi une période de transition entre l'ancien régime et l'époque contemporaine. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cet essor de tourisme et du pèlerinage. Parce que du coup, le site du Mont-Saint-Odile a très tôt connu justement ces deux types d'arrivées, d'avoir d'un côté les pèlerins et d'autre les touristes. Donc c'était important pour lui qu'il y ait les deux et que ce soit très sécurisé. Donc il va même ajouter un mur pour pouvoir sécuriser entre les plateaux donc de la chapelle des larmes et la chapelle des anges, parce qu'avant c'était pas de mur, t'avais le précipice, et il avait fait ça justement pour que ce soit plus sécurisé. Alors certains ont un peu râlé au début en mode ça gâche le paysage et tout, mais alors les mères de famille étaient bien contentes que les gamins après ne puissent pas tomber au fond dans le ravin. Ouais, c'est ça. Et le Mont a été, dès le XVIIIe siècle, un but de beaucoup nombre d'excursions. Donc c'était effectivement, dès le début, il y a eu... parce que ça offre un beau panorama sur l'Alsace, sur la plaine d'Alsace. Du coup, c'est pour ça que dès le début, c'était important d'avoir les deux entre religion et tourisme. Donc, comme j'ai dit, il aura écrit et illustré des guides, dont le guide du pèlerin au Mont Saint-Odile, qui va sortir en 1856 et sera édité 2 fois encore, en 1864 et 1885. Parce qu'il sait que la motivation des visiteurs, pour la plupart, c'est pas le pèlerinage, c'est juste le côté touristique, quoi, de voir la vue et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça va jouer un peu un rôle de prospectus publicitaire. Donc, comme dit, il va construire des chemins qui sont praticables pour la voiture. Et puis il va aussi faire des travaux pour qu'il y ait plus de chambres pour les pensionnaires. Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a un hôtel du coup au Mont-Saint-Odile. Et donc voilà, la sécurité, ça c'est très important. Et il y aura aussi un grand intérêt des archéologues pour le Mont. Et donc il va intégrer en fait justement dans son guide des excursions archéologiques.
Donc il est vraiment, en fait, il a la pointe de tout. Il a compris tout ce qui était à la mode. Il s'est dit, je vais tout faire comme ça, je ramène tout le monde. Et du coup, ils ont fait des fouilles il y a eu des fouilles archéologiques. Par exemple, à l'abbaye de Niedermünster, quand ils ont arrêté après l'incendie et que c'était la fin de l'abbaye, ça va servir justement pour faire des fouilles archéologiques. Donc il y a vraiment un développement de la mise en tourisme du site. Et grâce à ça, la fréquentation va faire que croître. Et il y aura presque jusqu'à 250 000 visiteurs en 1930. Waouh! Et ça ne fait que croître. Donc je te laisse imaginer combien il peut en avoir aujourd'hui. Mais ça, comme dit, ça a quand même presque toujours été un lieu de pèlerinage. Et c'est après qu'il y a eu le tourisme grâce au romantisme, avec ce regain d'intérêt pour les vieilles pierres, tout ça. On a déjà parlé du coup avec le Königsbourg. Et c'est aussi après du coup que le site a été acquis par l'évêché de Strasbourg qu'il y a pu avoir cet essor touristique, puisqu'il va y avoir toutes ces reconstructions. Mmh. Qu'est-ce qui se passe au Mont-Saint-Odile quand l'Alsace devient allemande? Les 2 fois d'ailleurs où l'Alsace devient allemande. Donc d'abord il y a eu la défaite de 1870 qui du coup après ça l'Alsace était annexée à l'Allemagne. Et en fait Odile, elle est vénérée comme une sainte patronne de l'Alsace, et depuis au moins le début du XVIIe siècle, elle devient presque une allégorie de l'Alsace française. Donc déjà, pour eux, du coup, le Mont-Saint-Odile n'est pas allemand, c'est l'Alsace française, c'est-à-dire c'est l'Alsace française, tu vois. En fait, parce que la légende on racontait qu'elle avait pris la fuite parce que son père voulait la marier avec un prince de Germanie. Donc en fait, je pense qu'ils ont un peu inventé ça, vu qu'ils n'étaient pas trop pour les Allemands. Ils se sont dit qu'ils voulaient la marier un Allemand, du coup elle s'est barrée. C'était la légende. Et donc, face au Second Reich, donc, où l'empereur c'était Guillaume II, et elle va devenir Saint-Odile et le mont va devenir un symbole de la résistance française. Et d'ailleurs, Guillaume II va venir le 3 mai 1899, mais il est un peu moins intéressé par Saint-Odile que par le Haut-Königsbourg. Lui, il va être à fond au Königsbourg. Et en fait, en 1916, il va y avoir une prophétie, c'est la prophétie de Saint-Odile, qui se veut comme une traduction du latin d'une lettre qu'elle aurait envoyée à son frère, et qui annoncerait la défaite de l'Allemagne, et qui érigeait Odile en protectrice de la France éternelle. Mais en fait, tout ça s'est révélé être un canular. C'était totalement faux. Sauf que cette espèce de légende va connaître à nouveau un succès pendant la Seconde Guerre mondiale. On savait que c'était faux, mais vu que y avait ce truc de l'Allemagne va perdre et la France victorieuse, tout ça, voilà, c'est revenu à la mode. C'était une illusion, ils se sont juste attachés à l'illusion. C'est ça, je pense que c'est ça. Voilà. Et du coup, en 1918, donc après la victoire et le retour de l'Alsace à la France, il y a eu beaucoup de militaires et de politiques français qui vont venir, notamment les maréchals Foch et maréchal Pétain. Il y aura aussi Raymond Poincaré qui, du coup, lui, était président de la France à l'époque, et Georges Clemenceau qui était président du Conseil des ministres. Mais après, on le sait, rebelote, en 1940, les nazis débarquent, et ils vont, comme à peu près tous les sites alsaciens, vont se passionner pour le site du Mont. Ils vont dire « Waouh, c'est magnifique !» Et puis, ils vont dire que le Mont Saint-Odile et le mur païen, ils vont dire que c'est une création germanique, parce qu'on sait quand même l'histoire de l'Alsace fait elle était plus longtemps germanique que française, mais du coup, eux, c'est comme la cathédrale, c'est comme tout, ils vont dire c'est allemand, donc on va les garder pour nous. Et du coup, pour eux, ils pensent que toute la région revient de plein droit au Troisième Reich. Parce que forcément, au départ, c'est germanique, donc c'est à nous, enfin voilà, on va pas les rendre à la France. De toute façon, pour eux, c'était impossible que l'Alsace redevienne française. Donc, Et donc, ce qu'ils veulent au départ, c'est supprimer les sanctuaires et installer à sa place un lieu saint du germanique moderne. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, ils veulent créer un truc spécial germanique, je sais pas trop. C'est peut-être la vénération de, justement du Troisième Reich, comme la cathédrale, tu vois. Ouais, c'est ça. Juste faire ça, et quoi. peut-être, ils créent une école de formation SS. Alors, on est bien content qu'ils aient perdu, parce que... Super. C'est clair. Et après, comme histoire qu'il y a eu ici, il y a eu une jeune femme, Hélène Vucher, qu'on a appelée la passeuse du Saint-Odile. Et parce qu'elle habitait à côté et elle connaissait la forêt par cœur. Et durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, elle faisait passer des Alsaciens qui étaient déserteurs de la Wehrmacht. Et ça, c'était donc l'armée du Troisième Reich. Et elle les faisait passer du coup dans les Vosges parce qu'ils avaient déserté, parce qu'ils ne voulaient pas être dans l'armée allemande. Et comme ça, elle a fait passer une centaine d'Alsaciens. Waouh, incroyable. Autour de cet endroit magnifique, en fait, il n'y a pas que l'abbaye du Mont qui est importante, il y a aussi du coup le mur païen qui l'entoure et une autre abbaye dite d'en bas, c'est ça ?
C'est ça. Alors le mur païen, ils ont appelé ça une mystérieuse enceinte archéologique. Donc c'est bâti en blocs de pierre taillée et ça s'appuie sur près de 11 km tout autour, quand on trouve le sanctuaire, et ça entoure du coup tout le sanctuaire de l'abbaye. Et il y a eu beaucoup de questionnements et controverses sur les origines du mur parce qu'ils n'ont jamais réussi vraiment à établir de quand il date. Et c'est le pape Léon IX qui l'a qualifié de païen quand il était venu. Alors les chercheurs quand même, ils ont supposé que sa construction daterait de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire dans le dernier tiers du 7e siècle, donc entre 675 et 680. Mais quand les Allemands étaient venus, ils ont dit ça c'est germanique, voilà, donc on ne sait pas trop. Okay. Et du coup pour l'abbaye de Niedermünster, donc qui est l'abbaye dite d'en bas, donc c'est Saint-Odile qui l'a créée en 700 parce que en fait, comme l'abbaye de Hohenbourg elle est sur une montagne, il y avait plusieurs personnes qui n'arrivaient pas à y accéder, notamment les personnes trop malades. Donc elle a décidé de créer une en contrebas pour justement que les personnes qui ne pouvaient pas accéder en haut puissent y aller. Et donc elle s'appelle l'abbaye Sainte-Marie. Et avant d'être un monastère, c'était une hôtellerie. Donc c'est comme dit, c'était pour accueillir aussi les voyageurs, les pauvres, les malades qui ne pouvaient pas donc gravir la montagne. Et là, il y a une légende qui raconte qu'un jour, Odile, elle se rendait donc à Niedermünster et elle croisa un aveugle assoiffé qui la suppliait de l'aider. Et elle aurait frappé sur un rocher et de l'eau en aurait jailli et ça aurait guéri l'aveugle. C'est ça la légende que moi je connaissais des Saintes Odile en fait. Parce que du coup, on m'avait dit que c'était une sainte qui était devenue aveugle, que du coup pouvait, avec de l'eau sainte, rendre les gens... leur rendre la vue. Mais en fait, du coup, la source, elle fut un lieu de pèlerinage pour les personnes qui souffraient donc de troubles de la vue, qui espéraient justement trouver un remède à leurs maux. Du coup, cette fameuse source qui aurait jailli parce qu'elle aurait frappé la roche. Et autre légende, c'est la croix miraculeuse de Niedermünster. Donc cette croix, elle serait recouverte d'or ou d'argent, et dans laquelle seraient enchâssés des manuscrits, un évangéliaire, des reliques sacrées, donc des objets bien sacrés. Et donc elle serait à Niedermünster. Et cette croix a fait l'objet d'un grand pèlerinage où les gens en fait y priaient pour les prisonniers et les otages pour qu'ils recouvrent la liberté. Et donc on a parlé déjà de personnalités célèbres qui étaient venues. Alors un dernier, donc Richard Cœur de Lion, qui a été captif en 1194 de l'empereur Henri VI, se serait rendu à Niedermünster après avoir été libéré par sa mère Aliénor d'Aquitaine, et il serait venu pour remercier la Vierge parce qu'il a été libéré. Voilà. Donc il y a même si même les Anglais débarquent ici, c'est que ça attire les foules. Quand on est entré au Mont-Saint-Odile, j'ai vu un beau écriteau marqué Jean-Paul II était venu du coup visiter le mont. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui sont venues aussi ou... Oui, alors il y en a eu beaucoup, dont certaines dont on a déjà parlé. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le général de Lattre de Tassigny, donc c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale, qui est venu en 1945. Et c'était aussi pour fêter le retour de la région du coup en France. Après, donc, on a dit Jean-Paul II qui est venu le 11 octobre 1988. Et après, il y a eu d'autres personnalités politiques comme Robert Schuman, donc lui il était président du Parlement européen. Et Pierre Pflimlin qui était aussi président du Parlement européen et qui était maire de Strasbourg. Et le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, donc d'autres présidents français. Et Helmut Kohl qui était le chancelier allemand. Quelles sont les petites particularités de ce lieu ? Par exemple, on est à quelle hauteur ici ? Alors, l'abbaye plus du coup la montagne, on est à environ 764 mètres d'altitude. Waouh. C'est pas mal en vrai. Bon, on a une belle vue du coup sur toute la plaine. Et, oui. Il y a combien de visiteurs par an ? En moyenne, il y a 1,3 million de visiteurs. Waouh. Je ne m'attendais pas. C'est à peu près le double que le Haut-Königsbourg. C'est ça. Plus du double même. Plus que le Königsbourg, c'était un demi-million, ouais. Demi-million, je crois. Oui, il disait, du coup, je l'ai déjà dit, mais vers 1930, il était à 250 000 visiteurs par an. Ah ouais. Donc en 100 ans, on a gagné, même plus que quadruplé là. C'est énorme. Mais ouais.
En 1992, il s'est quand même passé quelque chose de très spécial aux alentours du Mont-Saint-Odile. Oui, le 20 janvier, il y a eu un crash d'un Airbus qui faisait un vol Lyon-Strasbourg. Et donc il s'est écrasé sur la montagne de la Blosse, donc c'est pas très loin d'ici. Et il y a eu 87 morts et seulement 9 survivants. Ouais. Et en fait, ça avait créé beaucoup. Déjà, c'était l'hiver, donc c'était compliqué d'aller jusqu'à là-bas. Et il y a eu un énorme souci entre les personnes de qui est en charge de retrouver les gens. Et comme ils se bagarraient de savoir qui est en charge de les retrouver, de secourir les gens, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'ils étaient. Alors que la plupart des habitants alentours et ceux qui connaissent un peu la montagne, ils avaient trouvé où ils étaient, mais donc ils ont pris énormément de temps à y aller pour sauver les personnes. Et c'est pour ça qu'il y en a énormément qui sont morts, parce qu'ils sont morts la plupart de froid, vu qu'on était en plein hiver. Et du coup, aujourd'hui, il y a une clairière du souvenir qui a été faite en mémoire du coup, des victimes, et c'est accessible à pied. Est-ce qu'il y a un autre événement marquant qui est pas, pour le coup, qui est arrivé dans le 21e siècle, dans notre siècle aujourd'hui? Oui, il y a eu, du coup, c'était il y a 2 ans maintenant, il y a eu le jubilé de 2020, et c'était pour fêter le 1300e anniversaire de la mort de Saint-Odile. Oh, wow. Puisque du coup, dans la tradition catholique, la fin de la vie terrestre, la fin de la vie terrestre d'un saint, c'est le début de sa vie au ciel. On appelle ça dies natalis, qui veut dire jour de naissance au ciel. Donc on fête l'anniversaire de sa mort puisque c'est son anniversaire de montée au ciel. Et sa vie céleste en fait. C'est ça. C'est le début de sa vie céleste. Non mais c'est vrai, putain, à chaque fois qu'on est là, du coup j'ai des plans trop beaux des gens qui mettent de la terre par terre quoi. Ok, c'est prêt. Oh mon estomac qui ronfle. Ok, bon, on y va. Plus tard, quand on sera truc, j'aurai carrément le prompteur, je serai comme Stéphane Bern, il y aura quelqu'un qui me ramène vite, je serai comme ça en train de parler, bonjour. Oui, faut qu'on trouve la personne alors, hein, parce que quelqu'un qui nous suit dans nos aventures, je sais pas.